Trait d'Union, le podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé, et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Dans cet épisode 5, je reçois Mélanie Ichterz, qui a écrit un livre qui va sortir très prochainement aux éditions Maya, Burnout, mourir pour mieux renaître. Mélanie est une femme de 40 ans, elle a exercé en tant qu'infirmière durant 15 ans. Elle s'est orientée ensuite vers la kinésiologie, le conseil en aromathérapie, les fleurs de Bach, ainsi que le coaching en développement personnel. Elle a créé sa propre méthode, Kiné-Soi. Elle parle de son burn-out comme d'une renaissance qui lui a permis de faire tout un chemin de reconstruction, de déconditionnement, de sortir peu à peu du faire pour entrer de plus en plus dans l'être. Dans ce podcast, nous parlons de chemin de reconstruction, mais aussi de prise de conscience, de comment l'écriture l'a aidée à prendre de la distance par rapport au burn-out. Elle nous parle aussi de son envie de partager son chemin, d'inspirer, qui est devenue totalement évidente à un moment donné. Alors, Mélanie, bonjour. Je suis ravie Bonjour. de te rencontrer aujourd'hui, donc virtuellement. Alors, c'est assez drôle parce qu'en plus, on s'est rendu compte quand on s'est parlé au téléphone l'autre jour qu'on était vraiment très proches l'une de l'autre géographiquement parlant. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion également de prendre un café un jour ensemble. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui donc dans ce nouvel épisode de mon podcast Trait d'Union. Parce que je sais que tu as écrit un livre qui est inspirant également, donc, qui s'appelle donc Burnout, mourir pour mieux renaître. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Maya, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et donc j'aimerais qu'on puisse un petit peu, donc l'idée de ce podcast, c'est de pouvoir vraiment partager un petit peu les expériences, transmettre. Je crois que c'était un de tes objectifs également en écrivant ce livre. Mais avant de revenir vraiment sur le livre, j'aimerais que tu puisses tout simplement te présenter peut-être en quelques mots et nous dire voilà, d'où tu viens, qui tu es, etc. Alors du coup, moi j'ai 40 ans, j'habite, pas loin de Strasbourg du coup, à une quinzaine de minutes de Strasbourg. J'ai, un petit garçon, donc je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Valentin et puis, je vis en couple avec un homme qui a 2 enfants également. Voilà pour le contexte, familial. Ouais, J'ai été, infirmière pendant une quinzaine d'années. Et puis, justement, suite à ce burn-out, j'ai fait une reconversion. Donc aujourd'hui, je suis, kinésiologue, conseillère en aromathérapie et coach en développement personnel. très bien. Dans ton livre, sur la quatrième de couverture, on lit lorsque j'ai commencé à écrire ces lignes, j'étais au fond du trou, un trou que j'avais mis des années à creuser, tellement d'années que je n'arrivais plus à savoir quand j'avais donné le premier coup de pelle. J'avais déjà bien entamé ma psychothérapie et pris conscience de l'ampleur du chantier. C'est là qu'est née cette idée que peut-être mon histoire pouvait aider quelqu'un d'autre. Donc on voit déjà dans cette quatrième de couverture qu'il y a une première partie donc avec la descente, ok, avec effectivement cette métaphore du trou qu'on creuse et de l'appel qui est là, etc. Et donc ensuite l'envie de transmettre. Si on prend la première partie du livre, qu'est-ce qui se passe au moment où tu commences à écrire ces lignes et au moment où tu es au fond du trou? Alors au moment où, j'étais vraiment, je pense dans vraiment le fond du trou, le creux de la vague, il y a vraiment eu cette prise de conscience que autant, l'épuisement s'était cristallisé au niveau professionnel. Mais que tout ça n'était pas arrivé du jour au lendemain et que la responsabilité de cet accident de la vie, on va dire, n'était pas uniquement professionnelle. Hem, je sentais que c'était pas juste, «J'ai trop de travail, je suis fatiguée et du coup ça va plus». Je sentais bien qu'il y avait un autre mécanisme qui se cachait derrière ça et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Je suis plutôt visuelle en fait, ne serait-ce qu'en termes d'apprentissage et je me suis dit:
il me faut prendre de la hauteur et de la visibilité sur ce qui se passe là pour comprendre, et dézoomer un peu de cette situation-là justement au fond du trou pour comprendre comment j'en suis arrivée là. Et donc au départ, c'était vraiment, pour pouvoir, avoir ce recul-là sur la situation, sur ce qui s'était passé, sur comment j'en étais là, qui a initié l'écriture. Après effectivement, petit à petit, donc ça a eu des vertus aussi évidemment thérapeutiques, parce que ça m'a permis un tas de prises de conscience. Mmh. Et puis après en discutant, alors d'abord c'était vraiment très très intime comme projet d'écriture, et puis petit à petit en parlant, je me suis rendu compte que, bah, ça pouvait, éveiller effectivement, l'intérêt des autres et que, j'étais peut-être pas toute seule dans cette situation-là. Moi personnellement au moment où j'ai commencé à me rendre compte, de ce que j'étais en train de vivre, j'ai trouvé très peu d'écrits. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché et peut-être que, j'avais pas, les ressources nécessaires pour trouver, des témoignages, de personnes qui avaient vécu le burn-out. En tout cas, je me suis retrouvée avec une liste de symptômes, qui effectivement, me disait: «Oui, oui, tu es bien en train de faire un burn-out», mais par contre, ça me donnait pas vraiment de pistes pour comprendre, ben, pourquoi d'un coup, ça venait là et comment en sortir. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire: «Bah, OK, peut-être que si mon histoire peut, aider une, deux, trois personnes, c'est toujours ça de prix». Et hem et voilà, c'est comme ça qu'est né, le projet de l'ouvrir à plus grand que juste moi, quoi. Ok, donc là on est déjà à la limite à la fin de l'écriture. Si on revient vraiment sur, tu dis qu'à un moment donné, donc tu démarres avec l'écriture. Euh, Qu'est-ce que t'apporte concrètement l'écriture quand tu es au fond du trou et qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu écris? C'est au quotidien? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu suis des ateliers d'écriture? Est-ce que c'est juste de l'écriture dans des journaux intimes? Comment vraiment et peut-être est-ce qu'elle était déjà là avant dans ta vie? Ou est-ce que vraiment, à quelque part, tu dis, elle permet de prendre conscience de certaines choses et puis de prendre de la hauteur? Est-ce qu'à quelque part, ça s'impose ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là? C'était pas là avant. D'accord. Effectivement, heu, alors hormis dans une phase d'adolescence où j'ai pu effectivement remplir des journaux intimes, non, il y avait pas ce besoin d'écrire. Ouais. Et puis je pense que de toute façon, en tout cas les années qui ont précédé le burn-out, j'avais pas le temps déjà donc ce côté, introspectif était pas du tout présent. Et puis effectivement, c'est exactement ça, c'était de l'écriture intuitive du coup. C'était vraiment, j'écris tout ce qui me vient, parce que j'ai besoin, bon, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'avais même pas de structure en fait, pour moi, c'était pas un livre. Ouais. Pour moi, c'était vraiment, un travail d'introspection, Ouais. et du coup, ça a pris cette forme-là au fur et à mesure. Mais au départ, ça a vraiment permis de dézoomer sur l'histoire, de prendre du recul et je me suis rendu compte à quel point l'écriture pouvait avoir ce rôle-là, presque comme un psy, en fait, hein. De jouer ce rôle de tierce personne pour Mm. prendre du recul sur une situation et de la hauteur et pouvoir l'analyser, avec plus d'objectivité. Objectivité de discernement. C'est au même moment, ce que tu parles d'une psychothérapie que tu suis pendant 3 ans, c'est au même moment que tout ça se met en place. Et est-ce que c'était peut-être un conseil aussi de cette psy qui t'accompagnait ou vraiment plus c'est toi à un moment donné qui te met à écrire? Alors effectivement, la psychothérapie avait débuté juste avant, que le burn-out se décompense parce qu'il s'était installé Mm. bien avant évidemment. Mais effectivement, c'était la psychothérapie était déjà enclenchée, on était vraiment au tout, tout début. Mhm. Hem, Par contre, ça a été vraiment quelque chose de très personnel. Je me souviens pas qu'elle m'ait incitée à écrire. En Ouais. tout cas, alors j'avais probablement tendance à prendre des notes pendant les séances de psy. Par contre, c'était pas du tout, un conseil de sa part. Ça a été vraiment, presque un besoin, en fait, viscéral de se dire: «Là, il faut que j'écrive ça, il faut que je comprenne, quoi». Ok. Donc, le fait à quelque part de mettre des mots, MOTS, sur des mots et le besoin de comprendre.
Complètement. Et enfin, je pense que je suis pas la seule effectivement à dire que l'écriture a cette vertu thérapeutique et c'est vraiment ça. C'est de pouvoir, mettre ses mots en mots. Moi, je dis souvent que bah, l'écriture, pour ma part, ça m'a permis aussi vraiment, alors on parle de structure tout à l'heure, de trouver une espèce de structure, une espèce de trame en arrière-plan, comme si à quelque part tout prenait à quelque part sens et tout était à quelque part logique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir toi aussi en écrivant, de se dire que finalement, ben, quand je fais un petit peu euh, euh, comment dirais-je, quand je reprends un petit peu les différents événements de ma vie, et je crois que c'est ce que tu sembles dire aussi, parce qu'à quelque part, quand tu dis que j'avais déjà bien entamé ma psychothérapie et pris conscience de l'ampleur du chantier, donc j'imagine tu avais déjà commencé à creuser, et puis à poser aussi, à prendre conscience de peut-être certains événements ou certaines étapes de ta vie qui ont pu quelque part influer sur bah, ce burn-out qui apparaît à un moment donné. Ouais. Pas de nulle part, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. C'est vraiment cette prise de conscience que, ben, on est dans une situation, on a vraiment, la tête dans le guidon en fait, hein. Mm, C'est ce qu'on dit en général, quand on est dans cet état d'esprit-là, il y a vraiment le focus sur la situation où on est dans ce mal-être, mm, et et plus l'écriture prend forme et plus on se dit: «Ah bah oui, bah, en fait, au fur et à mesure des événements où on retrace les événements de vie, on se mm, rend compte que tout a un lien et que presque c'était, inévitable d'en arriver là, mm, avec la hauteur ensuite». mm. Heu, alors que, ben, quand on est dedans, on se rend pas compte qu'on y va. Bien On sûr. fonce dans le mur, mais le mur, on l'a pas vu venir, quoi. Mm. Combien de temps a duré ton processus d'écriture jusqu'à ce qu'il aboutisse finalement à ce livre et à la publication? Je dirais que, je pense qu'on est entre 2 ans et 2 ans et demi, quand 2 ans même. et 2 ans et demi. OK, de maturation. C'est ça. Ouais. Et- Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu peut-être accélérer le processus, tu crois, tu penses, ou est-ce que et comment je parlais de routine tout à l'heure, on sait que certaines personnes qui écrivent, ou des auteurs, des écrivains, ont des routines d'écriture. Est-ce que tous les jours, il y avait une routine ou vraiment c'était plus quelque chose comme ça qui jaillissait au moment où ça devait jaillir? Alors au tout départ, oui, c'était plutôt ça. Oui. C'était quelque chose, parce que c'était dans quelque chose d'instinctif, Mm, c'était un besoin, pour la thérapie et du coup, c'était pas forcément tous les jours et puis il y avait pas ce projet construit, d'en écrire un livre. Donc mm, effectivement, au départ, il y a vraiment ce côté, ben, c'est presque dans les moments les plus compliqués où j'écrivais et mm, puis, ben, plus ma thérapie avançait, plus l'écriture a changé aussi. Où du coup, c'était plus de l'investigation sur mes propres événements de vie, de se dire: «Ah bah oui, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça» et mm. du coup, de décortiquer un petit peu, plus en profondeur ces événements-là pour permettre les prises de conscience. En revanche, sur, je dirais peut-être les 6 derniers mois, là, il y avait quelque chose de beaucoup plus construit et de beaucoup plus ritualisé, quand effectivement, il y a eu déjà la lecture, d'une amie qui l'a lu, relu et re-relu et qui m'a aussi permis, Mm. de voir l'impact que ça pouvait avoir Bien sûr. et que ça pouvait aider effectivement et que ça pouvait avoir, des vertus thérapeutiques pour le coup pour d'autres personnes. Où là effectivement, bah, au gré de nos échanges, forcément ça a instauré quelque chose de plus quotidien et puis, ben, forcément avec ces retours, il a fallu que pour le coup c'était plus un travail vraiment de relecture, de réfléchir à tout ce qu'elle me renvoyait, de retravailler le texte, Mm. en fonction de ce qu'elle me disait et de comment moi ça me parlait pour réajuster, pour que ce soit juste pour moi. Donc là, effectivement, il y avait quelque chose de beaucoup plus, structuré. Structuré. Donc il y a une bascule, un point de bascule à un moment donné où tu te dis, bon, bah voilà, cette histoire-là, il est fort ton titre quand même, Mourir pour mieux renaître, à quelque part, je peux pas la garder pour moi. À quelque part, ça peut forcément aider d'autres personnes. Moi, dans mon propre livre, là, j'utilisais cette phrase du Talmud, je sais pas si tu la connais,
qui sauve quelqu'un ou qui sauve une personne, sauve le monde entier. À quelque part, il y a cette idée qu'on est, même si on a des histoires différentes, et qu'on est tous différents, il y a quelque part ce lien également sous-jacent qui est ce lien aussi à la souffrance, au fait de dépasser, de pouvoir dépasser la souffrance, de pouvoir aider, de pouvoir à quelque part, moi j'aime bien utiliser cette expression aussi d'appel des bâtisseurs, à quelque part d'amener une pierre à l'édifice de quelqu'un d'autre. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment tu te dis, euh, voilà, je peux pas garder ce récit pour moi. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand il y a cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a tout de suite, tu te dis oui, c'est là, c'est par là qu'il faut que j'aille et bon bah tu te dis tu commences à imaginer les étapes ou est-ce qu'il y a des peurs ou quelque part quelque chose encore qui te retient et qui peut faire que voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche de développement personnel, en fait. Donc je parle de 3 ans de psychothérapie, mais à côté de ça, il y a aussi, j'ai aussi suivi des coachings en développement personnel, au sein de groupes, sous le regard d'autres femmes qui m'ont aussi, justement, montré ce chemin-là en me disant, «Mais en fait, tu c'est génial, maintenant il faut le publier». Alors effectivement, au départ, il y a ce truc de se dire, «Bah non, en fait», et ça faisait justement partie de ma construction avant, de me dire que, bah, en fait, ce que moi je vis, ce que je suis n'a pas plus de valeur que quelqu'un d'autre. Donc de quel droit, j'irais, présenter, cette histoire-là, «au monde» entre guillemets et aux autres et de manière publique, parce que finalement, bah, tout le monde vit des galères, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des histoires de vie plus ou moins compliquées, donc pourquoi moi et enfin, est-ce que vraiment ça a du sens, quoi? Enfin, en gros, il y a ce truc de se dire, «Ça n'intéressera personne ton histoire» et finalement, j'ai je ben, après un, deux, trois retours comme ça de se dire, «Bah, oui, évidemment que, ce que tu fais, la manière dont tu t'en sors, c'est inspirant donc oui, il faut le montrer et évidemment, c'est compliqué parce que, bah, quand on n'a pas l'habitude, déjà d'avoir conscience de sa propre valeur et de se mettre en avant, c'est compliqué de se dire, «Moi, je vais écrire un livre» et puis, petit à petit, ça fait son chemin et je me suis dit: «Ben, finalement, effectivement, j'ai pas la prétention d'en faire un best-seller, mais si ça peut aider 3 personnes, eh ben, ce sera gagné, quoi» et c'est tout l'intérêt de ce livre-là. Donc, ce que j'entends quand tu me parles de ça, c'est que de quel droit, voilà, moi je pourrais faire un livre, etc. Il y a vraiment aussi à quelque part l'écriture et le fait de d'oser à quelque part le publier, d'aller au bout du projet, ça a vraiment une vertu aussi sur l'estime de soi et sur le fait de se dire, bon, bah, quelque part, effectivement, bah, j'ai le droit, j'ai le droit aussi Est-ce que tu l'entends de cette façon-là aussi sur le fait à quelque part effectivement de travailler cette estime de soi quand on va au bout de ce processus qui à quelque part commence à germer à l'intérieur de nous. Oui, il y a un peu cette idée d'être sur un chemin et puis, d'arriver au bord d'une falaise et de se dire, «Bon OK, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Est-ce que vraiment ça a du sens, ou est-ce que je fais demi-tour?» et puis en plus, c'est pas un roman, inventé, c'est biographique, donc il y a aussi, une part d'intimité qui est livrée Bien là. sûr. Donc il y a non seulement cette espèce de syndrome de l'imposteur qui s'invite, de se dire: «Ben, qui je suis moi pour écrire un livre et en plus, le publier?» et puis, il y a aussi cette peur de déposer des choses, personnelles, et et c'est presque, ouais, c'est vertigineux effectivement. Donc il y a vraiment ce moment où on se dit: «Bon ben, allez, j'ai un parachute, je saute de la falaise et puis on verra ce que ça donne à l'atterrissage, quoi». Ouais. On verra bien, et puis finalement c'est toute cette aventure-là qui est hyper, nourrissante, en fait, de se dire que, bah, vas-y, allez, je saute et puis finalement, on verra ce que ça donne. Peu importe en termes de résultats, j'y joue pas une carrière, j'y joue pas une vie, et puis, ben, comme dit, si ça peut aider du monde, tant mieux, et puis finalement, c'est vraiment l'aventure que et du coup, je savoure ce chemin-là, sans penser aux résultats, quoi.
Excellent. Moi, dans le livre que j'ai écrit, je parle beaucoup aussi tu parlais de cette intimité, du personnel. Je pense que, ça c'est ma propre croyance, sur des sujets de ce type-là également, on est presque dans l'universel, là, quelque part. Mais bien sûr, il faut à un moment donné pouvoir traverser cette barrière du personnel, de l'universel. Donc, je crois que je dis dans mon livre, on est dans le domaine de l'universel et presque du politique. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi. On est sur des sujets différents, bien sûr, mais le burn-out, on est aussi à quelque part sur le fait vraiment on est sur une thématique qui interroge quand même la société aussi. Et puis, effectivement, comment on a envie, jusqu'où on a envie de la réussite, jusqu'où on a envie d'aller, etc. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça peut être aussi justement un message, au-delà du personnel, un message un peu universel et presque politique de prendre la parole par le biais d'un livre et d'avoir le courage, à quelque part, de partager son histoire? Bah, je pense qu'effectivement, il y a cette dimension-là. Je ne l'ai pas forcément conscientisée au départ, évidemment, parce que du coup, c'était hyper intime. Par Oui. contre, à terme, effectivement, on se rend compte que et ben, plus j'en parle et plus les gens me disent ah ben oui, oui, moi aussi. Et il y a tout un phénomène de société qui fait qu'on est éduqué aussi dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que c'est mon fonctionnement qui m'a amené à vivre ce burn-out. C'est ma construction personnelle qui m'a amené là. Mais il y a toute une part, éducative au sens large, hein, même de la société qui prône, ben, voilà, une énorme valeur au travail, le sacrifice au travail et cetera. Et au final, je pense qu'on est nombreux à être construits de cette manière-là. Ça. Hem et je pense qu'effectivement ça peut avoir du poids aussi pour se dire, et puis il y a aussi beaucoup de le burn-out, c'est quand même encore très connoté. Heu, combien de gens disent, «Ah bah, oui, oui, moi aussi je suis fatigué». OK. Mm. Sauf que le burn-out, c'est pas on prend 3 semaines de vacances, on part au bord de la plage et puis ça ira mieux après, quoi. Ça, c'est de la fatigue. Le burn-out, c'est une crise existentielle, en fait, et ça, je l'ai entendu nulle part, avant de le vivre. Donc, il y avait vraiment une volonté là aussi de recadrer les choses et puis d'apporter des clés de compréhension plus précisément dans le livre. Oui, et d'amener de la réalité et du concret. Et du coup, Une liste de symptômes, oui, c'est bien joli, mais ces symptômes-là, j'aurais pu, les avoir pour d'autres raisons qu'un burn-out. Heu et heu et c'est tout le côté psychologique et encore une fois, c'est des choses qu'on ne nous dit pas parce qu'on est éduqué à ne pas montrer nos émotions, à ne pas même les ressentir ou les connaître. mm, Donc du coup, bah, forcément, on trouve pas d'informations là-dessus. Donc oui, j'avais des symptômes physiques, mais j'avais aussi énormément de symptômes émotionnels et c'est bien mes symptômes émotionnels qui ont amené ces symptômes physiques. mm, Si je les avais compris avant, j'en serais peut-être pas arrivée à cet extrême-là et mm. c'est là où, pour moi, c'est important, je pense, de témoigner sur ça, c'est que les gens puissent se reconnaître là-dedans. Et se dire: «Ben, oui, avant d'en arriver à tomber malade par épuisement émotionnel, de de ressentir ces signes-là bien avant que ça n'arrive». Oui. Mourir pour renaître, donc c'est fort. Tu renais à quoi? À J'ai qui? eu le j'ai j'ai vraiment eu cette sensation, d'un avant-après, en fait. C'est presque comme si, j'étais presque pas née jusque-là. Il y avait une espèce de naissance, il y avait une naissance physique, hein, évidemment. Ouais. Il y avait une manière d'être au monde, une certaine manière d'être au monde, mais c'était pas moi et c'était pas moi sous tous ses angles. C'est-à-dire que, et ça je le dis dans le livre, hein, il y a la 1re question que une des premières questions que ma psy m'a posée, c'est de me demander: «Qui êtes-vous?» Mm. Et à ce moment-là, ma seule manière de me définir, c'était, de lui faire la liste de tout ce que je savais faire. Bien sûr, la réussite, enfin, bon, le nom, la carte d'identité. Oui, c'est ça, c'est Mm. ça. Et puis oui, il y avait beaucoup le travail, il y avait beaucoup de ouais, c'était vraiment dans le faire. Mm. Alors que, et puis, ben, elle me l'a très bien dit, elle m'a dit: «Oui, oui, c'est très bien, mais vous, vous êtes qui?» Et j'ai été incapable de répondre à cette question C'est le et fameux connais-toi de toi-même de Socrate, quoi. c'est ça, Ouais. exactement.
qui est le et c'est ça qui a fait toute la différence et à partir du moment où on commence à définir ses propres contours, mmh, c'est ça la naissance, en fait, hein. mmh, C'est de se dire, «Bah, oui, en fait, je ne suis pas que les étiquettes qu'on m'a collées, je ne suis pas que un travail, je ne suis pas que un rôle, un masque», mmh, et en fait, je suis beaucoup d'autres choses, mmh, que j'ai pu découvrir à ce moment-là mmh, et c'est ça qui fait cette naissance. C'est presque pas une renaissance, quoi, c'est même une mmh, naissance pour moi. ouais. Moi, j'ai cette phrase que j'utilise parfois, que j'aime beaucoup, qui, par rapport à l'écriture également, qui dit, écrire, c'est parfois renaître, c'est renaître à ce que nous ne savons pas encore. Il y a vraiment parfois, le processus d'écriture, je sais pas comment ça a été pour toi. C'est comme si, pour moi, ça a été comme si, au fur et à mesure, je découvrais vraiment des parties de moi, qui était presque inconnue ou en tout cas, que je découvrais, tu vois? Au fur et à mesure où, je mettais mes coups de pelle là également et où, du coup, il y avait des mots qui étaient posés sur les mots. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu qui résonne pour toi? C'est, voilà, donc renaître à ce que nous ne savons pas encore. Est-ce que tu as découvert toi aussi des parties de toi que tu ignorais complètement? Je pense que j'ai découvert, des parties de moi sous d'autres facettes. D'accord. Je pense que ce que j'étais avant, c'était déjà une partie de moi, mais par contre, c'était quelque chose qui était devenu obsolète, en fait et du coup, ça m'a permis de me dire, «OK, j'ai été ça jusqu'à maintenant. Mmh. J'ai été ça de cette manière-là jusqu'à maintenant, mais maintenant, j'en veux plus» et du coup, j'ai le choix de pouvoir, changer ça et de devenir quelqu'un, en accord avec mes valeurs, en accord avec mes besoins et ça, c'était complètement nouveau et ça m'a aussi permis de réconcilier un petit peu ces deux facettes de moi. La moi avant le burn-out, il y a un peu comme une parenthèse, en fait, de 2 ans, Mmh. où il y avait moi avant et puis, bah, justement, celle-là, elle était en train de mourir et puis, bah, du coup, il a fallu, mettre en gestation, la moi d'aujourd'hui, quoi. Donc il y a une espèce de parenthèse comme ça, où presque j'existais plus Mmh mh. et puis, ben, voilà, il y avait cette moi avant et cette moi maintenant et ça m'a aussi permis de les rassembler, en fait et de me dire que, ben, tout ça a fait que j'en arrive là aujourd'hui. Une espèce de réconciliation entre Tout à ces, fait. ouais, entre le passé et le aujourd'hui également donc, parce que ton livre donc, tu apparais sous le nom de Mélanie, Kinésois. Tu as développé également donc une méthode particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, du coup, quand j'ai amorcé ma reconversion, je me suis formée, à l'aromathérapie. C'était déjà un domaine que j'avais contacté en tant qu'infirmière, au tout début de ma formation d'infirmière, mais que j'avais pas forcément, creusé plus que ça. Mmh mh. L'idée, c'était effectivement de revenir à quelque chose de plus naturel. Hem, ensuite est arrivée la kinésiologie. Et puis là-dessus, c'est rajouté le coaching en développement personnel. Là aussi, hein, avec cette conscience, de tous ces outils qu'on peut avoir à notre disposition pour grandir et je me suis dit, ben, que ça pouvait être intéressant en les ayant expérimentés moi et en les ayant mis en pratique, de pouvoir les transmettre aussi, hem, D'autres aux personnes. autres et puis je me suis Kinésiologie, rendue. excuse-moi, juste la kinésiologie, peut-être pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est en 1 ou 2 phrases, est-ce que tu peux juste dire de quoi il s'agit? Alors il y a une phrase de Jacques Salomé qui est très très, très symbolique par rapport à la kinésiologie qui dit, que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime Mmh mh. et donc la kinésiologie va venir, interroger le corps. Donc on passe par le corps avec des tests musculaires Ouais. pour aller chercher les informations émotionnelles qui sont cristallisées au niveau du corps. Mmh. Hem Concrètement, une émotion, on la ressent d'abord dans le corps et quand elle est très intense ou qu'elle est répétitive, elle va imprimer quelque chose au niveau, de notre code génétique, au niveau de l'ADN. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va risquer de développer des symptômes, des douleurs récurrentes, des maladies
Et l'idée avec la kinésiologie, c'est justement d'aller, chercher les informations au niveau du corps. En gros, moi, je suis la traductrice. C'est comme si le corps, parlait chinois. Je traduis le message du corps et avec la personne, on va l'interpréter en fonction de son histoire de vie. Mmh. Et ensuite, on a des protocoles pour aller, libérer, la charge émotionnelle négative qui est imprimée au niveau du corps. OK. On parle souvent du maladie, hein, le mal. Exactement. Donc on La va langue des oiseaux, ouais. ouais, tout à fait. Donc C'est ça. on va aller chercher les mots de ce que ça raconte. OK, très bien. Donc il y a ce développement, donc ces différents outils, coaching, kinésio, etc. Donc j'entends que assez rapidement, du coup, tu pars sur le corps et tu prends conscience qu'effectivement, tout est lié. Il y a aussi le mental, là, quelque part, le C'est ça. coaching, etc. Je me suis rendu compte que, les gens venaient me voir soit pour de la kinésiologie, soit pour du coaching, soit pour de l'aromathérapie Mhm. et hem et en fait, je me disais: «Il me manque quelque chose». Il y a des fois, où j'avais envie, où les gens venaient pour du coaching et je me disais que, ben, là, ce serait peut-être bien de faire une séance de kinésiologie pour tel et tel sujet. Ou Mhm. à l'inverse, en séance de kinésiologie, ça m'était arrivé, de donner des exercices de développement personnel à faire à la maison pour ancrer les choses de la séance, dans le temps, en fait, à domicile. Mhm. Hem et je me suis dit que, bah, en fait, il y avait là quelque chose à faire pour moi. Il y a des gens qui passent quand même, des années à faire des séances de kinésio ou chez un psychothérapeute et cetera et que, ben, finalement, on tourne un peu autour du pot et c'est difficile d'arriver au creux du sujet et d'aller vraiment, libérer les choses de manière durable. Et du coup, j'ai eu envie de relier tout ça, et j'ai créé cette méthode qui met justement en lien, qui va utiliser les outils de développement personnel, pour aller, identifier des objectifs précis à libérer en kinésiologie et Mhm. ensuite, de mettre en lien des huiles essentielles au niveau symbolique, au niveau émotionnel pour, ancrer les choses et pour que les gens aient un soutien immédiat, en fait, à la maison, en se disant, «Bah, OK, là, on a travaillé tel sujet, émotionnellement, c'est difficile» et du coup, on va avoir une huile essentielle, avec un soutien, physique, en fait, C'est ça. et puis Mhm. il y a une espèce de lien aussi. C'est un peu comme si, l'huile essentielle faisait office de thérapeute à la maison, quoi. D'accord, ok. Donc il y a vraiment, et c'est des accompagnements qui se déroulent sur plusieurs mois, plusieurs séances. Comment est-ce que tu fonctionnes? Oui, effectivement, la méthode, elle est établie pour qu'il y ait un suivi entre 9 mois et 1 an. Donc effectivement, ça peut paraître un peu long, mais quand on commence à travailler sur soi, ben, des fois, on fait, 3, 4, Voilà. 5, 10 ans de psychothérapie. On voit la baguette magique aussi, parfois, C'est ça, oui, oui. certains outils. Ouais. Donc oui, et puis non, il y a rien de magique, hein, qu'on fasse de la sophrologie, de la kinésio, de la psychothérapie ou toute autre, thérapie, c'est jamais magique. Donc effectivement, l'idée, c'est d'aller vraiment au creux des objectifs, et des choses à libérer, en profondeur tout de suite. Donc ça peut paraître long, mais finalement après on ne se voit pas toutes les semaines non plus, hein. La kinésiologie, il y a des temps d'intégration aussi, donc il faut respecter ces temps-là et du coup, c'est pour ça qu'il y a une marge aussi entre ces 9 à 12 mois, parce que ça va dépendre, hein. Tout le monde ne vient pas avec, les mêmes problématiques, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Et puis du coup, c'est sur, donc maximum, 1 an à raison de séances, soit par 2 semaines quand c'est du développement personnel et puis ça peut être 1 mois, 6 semaines quand c'est de la kinésiologie. Donc il y a des temps, hein. Il y a un premier temps avec des outils de développement personnel. Ensuite, on libère les objectifs en kinésiologie et on reprend de nouveaux, outils de développement personnel pour aller un peu plus en profondeur. Et voilà, donc ça fait, à peu près une quinzaine de séances, sur 1 an. D'accord. On va revenir un tout petit peu aussi sur l'écriture. Si je te demande quelle est la partie de toi qui avait le plus envie d'écrire, besoin d'écrire, qu'est-ce qui vient? C'est une bonne question. Hem, je pense qu'il y avait, vraiment cette jeune adulte. Je pense que c'est beaucoup elle qui avait besoin de regarder sa vie à ce moment-là et ouais, je dirais ça. Je dirais que parce que je pense que cette jeune adulte-là, du coup, avec ce regard-là d'aujourd'hui,
a guéri une partie de ma petite fille intérieure aussi. Bah ouais. Mais là, pour le coup, ouais, je pense que c'était vraiment cette jeune adulte, qui est rentrée dans la vie active et dans la vie de manière générale, sur des bases un peu fragiles. Mm. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui ressent vraiment intensément l'appel de l'écriture? Qu'est-ce qui, mais qui peut-être pour des raisons X ou Y n'ose pas ou se dit, bon, bah, je vais pas y arriver, ça sert à rien. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient quand, quel conseil tu pourrais donner, toi, par rapport à ta propre expérience? J'aurais envie de dire que, l'important est de savoir pourquoi on fait ça déjà. Mhm. Quel est Trouver le but, quelque part en fait? le pourquoi, ouais. Une première, ouais. Quel est le pourquoi? Quelle est l'intention aussi? Mhm. Et puis, ben, comme tu disais, la personne qui n'ose pas, je lui dirais: «Bah, justement, vas-y, ose». D'enlever la pression, du résultat et justement de revenir un peu à ce pourquoi de l'écriture et oui et de sortir de la pression qu'on peut se mettre, sur la finalité. Mm. Je parle souvent aussi, moi, de valeurs, à aller dénicher, à aller voir vraiment, et on revient dans, pas dans le faire, mais dans l'être. Voilà, qu'est-ce qui t'anime, quoi, qu'est-ce qu'il y a quelque part dans le grand pourquoi, je pense qu'il y a surtout aussi cette partie-là, à aller creuser, à aller dénicher, qui va être très différente aussi suivant les personnes, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais je pense que quand, enfin, moi, ce qui me vient quand je repense à mon propre processus, c'est cette envie bon, de contribuer, mais aussi d'engagement qui était forte. Ce besoin à quelque part ouais, de m'engager, de porter, d'être une voix, quand bien même, effectivement, j'avais les chocottes aussi et la frousse avant encore pendant le processus d'écriture à certains moments, mais je pense que tu parlais de peur tout à l'heure. La peur est aussi un formidable moteur. Pour le changement, hein. À un moment donné, on n'est pas forcément toujours bien armé pour les traverser, mais je pense qu'on est justement l'avantage d'un accompagnement aussi, c'est de pouvoir à quelque part bah, avoir quelqu'un en face de soi. Moi, je l'ai ressenti également lors du processus d'écriture. Quand on est à deux, on dit souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je ne sais pas si on va toujours plus vite tout seul, mais en tout cas, je pense qu'à deux, il y a vraiment cette idée du 1 + 1 = 3. Voilà, ça permet voilà, d'aller explorer d'autres horizons tout en étant bah, ancré, de plus en plus ancré avec qui on est, quoi. T'as ressenti ça également, le fait d'être soutenu durant ta psychothérapie, de pouvoir à quelque part, d'être vraiment à quelque part, d'avancer. Ah oui, ben, c'est sûr que, il y a eu aussi cette prise de conscience. Effectivement, je pense qu'on est aussi éduqués à rester dans notre coin, hein, avec nos souffrances en se disant que tout le monde en a et que, ben, allez, chacun prend sa part et puis voilà et finalement, ça n'empêche pas de prendre sa part. Et admettre cette part de vulnérabilité, bah, justement, c'est ça qui va rendre plus fort et qui va permettre d'aller plus loin et l'écriture, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, a justement cette vertu thérapeutique-là et joue le rôle de thérapeute, autant qu'un thérapeute. Donc il y a l'écriture, oui et effectivement, après, il y a vraiment, cette idée de d'oser, de prendre sa peur par la main et de se dire: «Ben, oui, je sais que j'ai peur, j'ai conscience que j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que je sais que j'ai les ressources pour» et puis, je vois un peu ça comme une rando, en fait, hein, on voit souvent la peur, elle nous montre le sommet de la montagne, mais en fait, on va mettre un pied devant l'autre et on va finir par y arriver à ce sommet-là et puis si on arrive à un autre sommet, c'est pas grave et si on se plante de chemin, c'est pas grave non plus. Ce qui compte, c'est de faire le chemin. De faire le chemin. J'aime beaucoup cette image, effectivement, de prendre la peur par la main. Je trouve que c'est très, très symbolique. Et puis, à quelque part, on peut imaginer aussi bah, prendre notre enfant intérieur, quoi, par la main. Il y a cette idée de vraiment de faire le chemin ensemble. Et puis voilà, il n'y a pas d'urgence non plus, mais l'idée, c'est que le chemin se fasse et que de toute façon, il se fait. Je dis souvent, dans mon livre à plusieurs reprises, je repense à mon psy qui m'accompagnait, mais me disait souvent, la vie est thérapeutique. Donc là aussi, je crois que voilà, garder le focus, garder l'objectif et puis vraiment se rendre compte que bah,
toutes les rencontres, toutes les galères, tout ce qu'on peut à quelque part nous sert, finalement, tout nous sert à quelque part à avancer, quoi. Ça aussi, c'est important, je pense, effectivement, parce que, ben, voilà, s'il y a un désir d'écrire et puis que ce soit pour l'écriture ou d'autres choses, hein, d'ailleurs, hein, personne ne le fera à notre place et c'est aussi, choisir ce qu'on fait de nos événements de vie, et de se dire que, bah, oui, effectivement, tout le monde a des galères, tout le monde a des coups durs, tout le monde, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est de se dire, que, ben, on choisit d'en faire quelque chose de positif et d'en faire quelque chose d'inspirant. Mm. Donc, inspiration, transmission, partage, c'est des mots qui résonnent aussi beaucoup en toi et même dans la quatrième de couverture. Effectivement, on sent en filigrane qu'il y avait vraiment ce besoin et puis cette envie à quelque part de transmettre. Absolument, ouais. Ouais. Je termine souvent ces entretiens avec cette petite phrase. Si tu devais imaginer bah, que ce livre qui est sorti quand d'ailleurs? Alors, du coup, là, on vient de terminer une campagne de La prévente. campagne de prévente. Donc, Là, il est en train d'être finalisé. c'est Il ça. devrait pas tarder à sortir. Ok. Donc ensuite, effectivement, les étapes s'enchaînent. J'ai pris un tout petit peu d'avance sur toi, mais on est un petit peu dans le même process. Voilà. Donc, si tu devais imaginer bah, que ce livre qui est sur le point de sortir, qui va sortir, devienne un best-seller et qu'il est comme ça, qu'il soit placardé un petit peu sur des publicités qu'on voit parfois, tu sais, dans le métro parisien où bah, les choses sont assez sombres quand même et puis on suit comme ça des tunnels sans se poser de questions avec soit le téléphone ou des écouteurs sur les oreilles. Donc, si tu t'imaginais qu'il y ait cette pub avec cette couverture de ton livre et un message à côté, quel serait le message que tu aurais envie de transmettre à tous ces gens qui tous les jours bah voilà, passent un petit peu en mode automatique, sans vraiment se poser de questions et sans peut-être effectivement savoir qu'ils sont en train de vivre quelque chose qui puisse être de l'ordre du burn-out? C'est dur comme question, hein. Première chose qui te vient ou, Il y a vraiment cette idée d'aller rechercher, la clé en soi. la Il clé y a est en vraiment ouais, je dirais recherche ça. la clé en toi. Ouais, Ah, toutes les portes s'ouvrent de l'intérieur, on dit souvent, hein. c'est ça. Ouais, ok, ouais. Ouais, bah c'est belle là, une belle métaphore. Ouais. Ce que j'aime bien comme image, c'est un peu moins glamour que la clé, hein, mais et je dis souvent ça, si on prend un œuf et qu'on exerce une pression à l'extérieur, Mhm. en général, il y a pas de vie qui en sort. En revanche, si la coquille, elle se casse de l'intérieur, ben, Mhm. on a une vie qui sort et Mhm. c'est vraiment cette image-là, en fait. Ça vient vraiment de l'intérieur et cette éclosion, elle vient vraiment de l'intérieur. Ça rejoint le sous-titre de ton livre, donc Mourir pour renaître. Il y a vraiment cette idée de renaissance qui est là, voilà, de ressortir encore une fois de l'œuf et avec la clé qui vient de l'intérieur. Bah, écoute, super. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui était bah, vraiment super intéressant et puis voilà, qui, je pense, continue à faire son petit chemin. Je crois que les mots, de toute façon, les échanges, les rencontres sont toujours des moments qui nous permettent voilà, de continuer à ouvrir des petites portes, continuer à faire des liens, des insights. Les rencontres font partie aussi de ce chemin et je trouve que c'est vraiment super intéressant de pouvoir voilà, tout simplement échanger virtuellement. C'est chouette aussi. Ça permet d'ouvrir, là aussi, permet de continuer à ouvrir des portes. Donc, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble aujourd'hui. Et bah, écoute, Ouais, toi également. ouais, je te souhaite plein de bonheur à venir. Tu verras, là aussi, moi, je me rappelle quand les cartons arrivent, les premiers cartons arrivent de chez l'éditeur, c'est un moment particulier parce que, bien sûr, il y a bah, un livre, après, c'est quelque chose qu'on touche. D'abord, bon, il naît dans la tête, bon, on passe par l'écriture, et puis ensuite le fait de l'avoir et puis de le toucher, c'est encore une fois, bah, il est incarné, quoi. Il est là. Aussi une naissance, hein.
C'est une naissance, exactement. Et bah, ensuite, il va faire son chemin. Donc ça, c'est aussi une partie encore différente parce que bon, ensuite, il va aller faire son propre chemin, un petit peu comme, tu vois, nos enfants quand ils, moi, j'en ai un qui vient de faire son propre chemin, là, qui est parti, qui a quitté la maison pour faire ses études à Paris. Donc là aussi, c'est assez rigolo les parallèles qu'on peut trouver comme ça dans nos vies et dans les événements qu'on continue à vivre. Donc, belle vie, beau chemin en tout cas à ce livre et bah, je suis certaine qu'il va Merci. continuer à ouvrir des portes, des cœurs, des prises de conscience voilà, sur son propre chemin. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. À bientôt, Mélanie. À bientôt. Bye.